À présent, nous allons passer à cette vitrine. Cette vitrine est censée représenter donc, les armées étrangères présentes sur le territoire français. Dès septembre 1939, les autorités tchécoslovaques, polonaises et françaises décident de créer 2 divisions en France. Une division tchécoslovaque qui sera formée dans le sud de la France, du côté de Hague de Béziers, et une division polonaise à Côte-Quidan en Bretagne. Cependant, avec la défaite de la campagne de Pologne, de nombreux soldats polonais quittent la Pologne pour rejoindre la France pour poursuivre le combat. Il y aura donc de nouveaux accords entre les autorités polonaises, le gouvernement d'exil polonais et les autorités françaises pour créer non pas une division, mais une armée polonaise sur le territoire français. Au total, il y aura donc 80 000 soldats polonais dans l'armée polonaise en France et un peu plus de 11 000 soldats tchécoslovaques dans la division tchécoslovaque en France. Donc dans cette vitrine, vous pouvez voir donc le cascadrian français avec l'aigle peint sur le devant, signe de distinction de l'armée polonaise, et un document qui provient du SHD, qui est la désignation de la nomination du général Sikorski au poste de commandement de l'armée polonaise en France. À présent, nous allons passer à la vitrine qui se trouve juste à côté, donc, qui est la vitrine donc, de l'adversaire, des troupes allemandes. À votre droite, vous avez un soldat d'infanterie de la Wehrmacht de la R, donc l'armée de terre allemande, et à votre droite, un sergent de la SS de la Leibstandarte. Alors, sur ces deux mannequins, vous pouvez apercevoir les ceinturons. Il y a une petite distinction sur les ceinturons. À gauche, sur le mannequin de la R, vous avez la devise Gott mit uns, qui est la devise donc Dieu est avec nous, qui est une devise ancestrale de la Maison royale de Prusse, et à droite, qui est la devise de la SS, notre honneur s'appelle fidélité. Alors, le SS a une tarniaque, c'est une blouse de camouflage. En dessous, il porte la vareuse Felgro, comme Jordan l'a souligné tout à l'heure. Au pas de col, donc les runes SS, qu'on retrouve également sur son casque. Au ceinturon, vous avez ces chargeurs pour la MP38 et derrière les jumelles, vous pouvez apercevoir une housse. À l'intérieur, se trouvait une couverture anti-épérite contre les gaz. Donc, Jordan l'a souligné tout à l'heure, l'utilisation des gaz en 14-18. Donc, les Allemands avaient également peur aussi de l'utilisation des gaz et ils étaient équipés donc, de ces housses avec une couverture à l'intérieur. Et juste derrière, on va passer un boîtier de masque à gaz avec le masque qui se trouvait à l'intérieur, la gamelle, la gourde pardon, et le sac à pain pour la nourriture. Vous avez aussi la baïonnette sur la droite. Donc à présent, à gauche, vous avez donc, comme l'a souligné Jordan, les tenues de l'armée française, donc une représentation, avec à votre gauche donc le RTS, régiment terrière sénégalais, le 12e. Au milieu, vous avez le soldat du 11e REI, régiment étranger d'infanterie. Et à la droite, donc, le 2e régiment de Spahi, avec donc, tenue tradition. Donc nous voici dans la partie réservée aux tankistes. Donc Antoine vous a présenté tout à l'heure 2 chars, donc un Panzer et un B1 bis. Vous avez ici les tankistes qui allaient avec les chars, donc un tankiste allemand et un tankiste français. Donc vous remarquez cette tenue en cuir et vous avez exactement la même ici. Par contre, ce veston en cuir a appartenu à un colonel qui va devenir très connu. Il s'agit du colonel de Gaulle, futur général de Gaulle. Donc pendant la campagne de France, le colonel de Gaulle est à la tête de la 4e DCR, donc la 4e division cuirassée de réserve, et va remporter 2 batailles, une à Montcornet le 17 mai et une plus tard à Abbeville, quelques jours plus tard. Et suite à la bataille de Montcornet, il va prononcer un discours à Savigny-sur-Ardre. Un discours radiodiffusé, c'est le premier discours radiodiffusé de sa carrière. Il le prononce le 21 mai 1940. Ce discours n'a pas été enregistré, il a été prononcé sur l'émission Le quart d'heure du soldat et il annonce que désormais la campagne de France, la victoire, se fera grâce aux tankistes, enfin, grâce à l'armée blindée et grâce à l'aviation. Et c'est un discours qui préfigure assez le futur discours qu'il va prononcer le 18 juin 1940. Alors,
Ce veston est d'autant plus exceptionnel qu'il reste très peu d'objets liés à Charles de Gaulle, puisqu'il a demandé à ce qu'après sa disparition, tous ses effets personnels soient brûlés. Donc ils ont été effectivement détruits, mais après sa démission en 1969, il a fait don de quelques objets, une petite sélection, au musée de l'armée, les objets qui avaient un lien avec sa carrière militaire, et au musée de l'Ordre de la Libération, qui se trouve également aux Invalides, les objets ayant un lien avec sa carrière de chef des Français libres. Alors on remarque un reflet dans cette vitrine. Alors on va se retourner. On est toujours sur la timeline, donc cette frise chronologique imagée qui a été conçue pour l'exposition et qui parcourt toute la première salle. Et nous avons récupéré donc cette croix gammée. En fait, c'est un graphisme qui est issu d'un des drapeaux dans des collections du musée de l'armée, et on représente l'avancée allemande sur cette croix. Donc c'est vraiment un effet graphique qui était voulu, un symbole extrêmement fort. Alors si on avait respecté la géographie, on aurait mis Saint-Étienne en dessous de Saumur, mais on voulait rester dans cet effet graphique qui est osé, mais fort et assumé. Et donc voilà, on a gardé le concept qui nous avait été proposé originellement. Donc pour faire suite à la présentation de Karine sur la présentation des troupes blindées et troupes au sol, on a voulu parler aussi des combats aériens, qui sont souvent oubliés d'ailleurs dans l'imaginaire collectif. On a plus tendance à penser que c'est juste des combats au sol, des divisions de blindés, notamment allemandes surtout. Mais il y a quelques combats d'ailleurs aériens pendant la drôle de guerre. Et surtout, il va y avoir des combats tout entre mai et juin 40. Dans cette vitrine, on présente, alors il y a un absent parce qu'il y a des éléments de la Royal Air Force qui sont aussi en France et qui vont combattre aux côtés de l'aviation française, de l'armée de l'air française. Donc dans cette vitrine, on a deux uniformes assez rares et même pour être presque exceptionnels, on va dire, qui sont des prêts du musée de l'air et l'espace du Bourget. Donc à gauche, vous avez un uniforme on va dire, c'est plutôt d'équipage de bombardiers, mais on peut le retrouver aussi sur des pilotes, notamment des fameux Stuka, des bombardiers en piqué allemands. Un uniforme pareil qui est plutôt de l'équipage de bombardiers, avions de reconnaissance de l'aviation française. Donc il y a vraiment des pièces vraiment exceptionnelles, que ce soit les équipements, on va dire, de communication à travers des avions. Donc ce petit élément est vraiment une pièce très rare. Et ensuite, pour montrer ces combats, c'est cette dérive, cet élément de dérive du plus célèbre des chasseurs allemands, le Messerschmitt 109. Donc c'est un des Messerschmitt 109 abattus pendant cette campagne de France. On voit encore des traces, on ne sait pas trop vraiment si c'est des traces de balles des combats ou une fois démontés, on va dire certains sont après-guerre, on peut s'amuser à y tirer dessus, mais on voit vraiment des traces de combat. Et ensuite un fanion d'un groupe aérien d'observation qui était lié à, donc c'était le capitaine Montagnon qui était pilote dans ce groupe aérien d'observation 544 et qui servait d'élément justement d'observation à une division légère de cavalerie. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, je parlais de la ligne Maginot sur les frontières de l'Est et du Nord-Est. Il y a la partie sur les Alpes que les gens oublient, ou connaissent très peu ou oublient complètement. Notamment, c'est les troupes du général Olry. Contrairement au reste de l'armée française, il y a eu des combats victorieux, mais au final, c'est une défaite. Face à l'armée italienne, les troupes du général Olry, constituées en grande partie par des éléments de chasseurs alpins, vont mettre en échec l'armée italienne. Donc, vous avez deux exemplaires. Donc, un chasseur alpin italien, avec le chapeau, avec la plume noire de corbeau, qui est encore toujours porté dans l'armée italienne actuellement.
et ensuite un uniforme d'un 73e bataillon alpin de forteresse. C'est pour ça que justement ils portent le béret comme les chasseurs alpins, sauf que c'est des troupes de forteresse. Et le fanion, c'est le fanion de l'unité du 73e BAF, donc bataillon alpin de forteresse. Donc vous avez pu entendre de temps en temps pendant le reste de commentaires un bruit de bombe qui explose. C'est cette bombe de 250 kg qui est équipée notamment les Stuka. C'est l'armement, la bombe la principale sur les Stuka, parce qu'il y a 4 autres bombes de 50 kg. Et donc pour un effet de muséographie, on a ce bruit qui revient assez régulièrement de bombardements et de sirènes, comme ce que faisait le bruit des Stuka, des bombardiers en piqué, avec cette sirène qui a marqué vraiment toute une génération de population durant l'Exode. Nous allons passer à présent à cette vitrine qui évoque la BEF, donc qui est le corps expéditionnaire britannique en France, lors de la campagne de France. Alors, à votre gauche, vous pouvez voir la tenue du soldat d'infanterie de l'armée anglaise, donc avec le plat à barbe, son casque singulier, assez particulier, la tenue de combat battle dress en laine, la petite pochette sur le devant qui est la housse de masque à gaz. Sur les côtés, vous avez des pushs, c'est pour les munitions. Et ce soldat est armé du fusil anti-char Boys qui permet de lutter efficacement contre les blindés très légers et les semi-chenilles allemands. Donc c'est une arme qui est très difficile à manier puisqu'elle est assez lourde et très longue. Elle pèse un peu plus de 16 kg, mais elle est assez efficace. Elle permet de lutter efficacement pour l'infanterie contre les blindés légers. Vous avez également ce petit casque, le casque à côté, anglais, qui est recouvert d'une toile de jute et qui a été camouflé par son propriétaire et qui a été retrouvé dans les années 80 dans le nord de la France, dans les environs de Lens. Donc tout à l'heure, je vous ai présenté le sergent SS de la Leibstandarte. Le 28 mai 1940, la Leibstandarte a exécuté 80 soldats anglais à Wormhout, dans le nord de la France, près de Dunkerque. Du coup, on va enchaîner à présent de l'autre côté avec le rembarquement des troupes anglaises et françaises à Dunkerque durant l'opération Dynamo. Donc, vous pouvez apercevoir donc, une chemise tricot rayée donc, de la marine française et le bachy de marin avec le fameux pompon rouge que vous voyez sur le dessus. Et à son pied, vous voyez ce petit tract. Donc, les Alliés qui étaient engagés donc, en Belgique se retrouvent isolés dans une poche, donc la poche de Dunkerque, et décident le réembarquement des troupes sur les côtes du Nord. Vous pouvez apercevoir donc ce tract qui a été largué depuis les avions allemands sur les troupes anglaises et françaises, donc avec le texte traduit dans les deux langues, incitant justement les Alliés à se rendre. Donc ce tract est le tract vraiment largué en mai juin 1940. Et lors du film Dunkerque de Christopher Nolan, vous avez pu apercevoir dans les premières minutes du film ce tract, donc qui est le même, et donc qui a été revisité donc, pour les besoins du film, qui a été colorisé pour qu'il soit plus voyant, mais vous avez la comparaison, donc le tract original dans la vitrine et le tract utilisé lors du film de Christopher Nolan. À présent, nous allons passer à cette pièce. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un cadeau pour Noël, c'est pour les besoins donc, de la conservation. Nous avons recouvert les objets qui étaient sensibles pour éviter l'empoussièrement. Il s'agit du canon antiaérien du Céron. C'est un navire cargo qui a été récupéré en septembre 1939, qui a été réquisitionné pour être transformé en patrouilleur. Donc il a été militarisé à Cherbourg et repeint. Et donc ce navire, ce patrouilleur, était stationné au port du Havre et dans la nuit du 11 au 12 juin, il a quitté le port du Havre pour se diriger vers Saint-Valery-en-Caux pour rembarquer des troupes anglaises et françaises. Malheureusement, donc, le navire approche trop près des côtes et la marée descendante, il se retrouve bloqué. Malheureusement, les Allemands, voyant ça, décident de tirer sur le navire et donc le navire est saboté et le personnel et les soldats évacués ont rejoint d'autres navires. Et vous pouvez voir ici une reproduction du bateau du Céron lorsqu'il est échoué sur la côte de Veules-les-Roses. À présent, nous allons passer à cette vitrine qui est le choc, le dénouement en fait, de la campagne de France,
avec des objets symboliques qui ont toute une histoire assez tragique. Donc sur votre gauche, vous avez des coiffes ayant appartenu à des soldats ou des officiers qui sont morts lors de la campagne de France. Vous avez notamment ce casque du sous-lieutenant Portales, qui était officier dans le 4e régiment d'infanterie et qui, le 28 mai, dans la poche de Lille, refuse de se rendre aux Allemands, sort son revolver et est abattu. Vous avez également cette croix de tombe du 11e REI, Régiment étranger d'infanterie. Tout à l'heure, je vous ai présenté le mannequin. Donc, ce soldat a été tué à Saint-Germain-sur-Meuse. On le surnomme le Cameron du 11e REI. 2 tiers des troupes sont détruites dans cette poche, aux alentours de ce village. Et ils ont décidé de brûler leur emblème pour ne pas qu'il tombe aux mains de l'ennemi. C'est très symbolique la notion d'emblème, de trophée. De nombreuses unités, justement, pour pas que leur emblème, leur symbole de leur régiment ne tombe aux mains de l'ennemi, décident de brûler ou de cacher leur drapeau, leur emblème, comme ce fut le cas avec ce drapeau du 86e REI, régiment d'infanterie. Donc les soldats décident de brûler le drapeau pour pas qu'il tombe aux mains de l'ennemi. L'un d'eux garde la croix de guerre que vous voyez sur le haut du coffret et donc après-guerre vont rechercher les cendres du fanion, du drapeau, de l'emblème et le mettre dans ce boîte comme un reliquaire. Donc nous terminons cette première salle avec le couloir de l'Exode que nous introduisons avec ces images d'archives qui ont été filmées par un particulier à l'époque. Donc il avait une petite caméra et dans sa rue, il a commencé à filmer des images de l'Exode dans Paris. Voilà, donc ce sont des images très poignantes et qui sont vraiment filmées pas par un journaliste, mais par ce particulier avec son regard. Alors ça, ce sont d'autres images qui proviennent du fonds de l'ECPAD, donc un fonds extrêmement riche en archives audiovisuelles et en photographie. Donc le CPAD, c'est l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. Donc c'est 8 à 10 millions de personnes qui vont se retrouver sur les routes de l'Exode durant l'année 40. Et là, tout à l'heure, on parlait du colonel de Gaulle. Alors, le président du Conseil, Paul Reynaud, remanie son gouvernement et nomme le 6 juin le colonel de Gaulle, qui est devenu général à titre temporaire, général de brigade, il le nomme sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. Et donc le 14 juin, les Allemands entrent dans Paris. Et vous voyez ici le défilé des Allemands sur l'avenue Foch. Donc nous arrivons ici dans ce couloir de l'Exode qui clôt cette première salle, qui va clore le premier semestre de l'année 40. Alors, avant d'y rentrer, je vous préviens, quand on va passer dans ce couloir, il va y avoir une espèce de cacophonie. Plusieurs discours vont s'enclencher. Après cette victoire militaire des Allemands, va engendrer donc une série de discours. Paul Reynaud va prononcer un discours aux Français, disant qu'il va demander une ultime aide aux Américains, et cette aide pourrait vraiment changer la face de la guerre. Or, comme on le sait, les Américains n'entreront en guerre qu'en 1941. Paul Reynaud démissionne au profit de Maréchal Pétain qui prend les fonctions de président du Conseil le 17 juin. Donc on va entrer dans ce couloir. Et vous pouvez voir le long des murs des affiches qui étaient placardées sur les murs de France. Donc le 17 juin, le maréchal Pétain devient président du Conseil et il prononce ce discours.
Donc il annonce qu'il va demander un armistice à l'Allemagne. Or, l'Allemagne n'est pas encore au courant de cette demande. D'un point de vue juridique, c'est assez discutable. Suite à ce discours, un discours qui va devenir très célèbre est prononcé le 18 juin. Alors bien sûr, vous pensez tous au discours du général de Gaulle. En fait, c'est le discours de Churchill. Charles de Gaulle, qu'il connaît très bien, va se rendre à Londres. Ce n'est pas la première fois qu'il se rencontre, ce n'est pas la première fois qu'il se rend à Londres. Et Churchill, avant de laisser la parole à Charles de Gaulle, va prononcer son discours du 18 juin, Finest Hour, que vous connaissez peut-être parce que c'est le titre du film qui est sorti il y a 2 ans. Donc discours dans lequel Churchill annonce que la France a décidé de cesser de combattre, l'Angleterre devra se battre seule désormais. Et donc ce sera la plus belle heure, on dira dans le futur, ce fut la plus belle heure des Britanniques. Charles de Gaulle est autorisé à parler quelques heures plus tard à la radio. Nous n'avons pas l'enregistrement de son appel du 18 juin. Il a été enregistré, mais l'enregistrement n'a pas été conservé. On sait qu'il a été enregistré parce qu'il est diffusé à 22h le soir et on sait que le 19 juin, il va être à nouveau diffusé. Nous avons ce micro de la BBC qui n'est pas le micro dans lequel Charles de Gaulle a parlé, mais c'est un micro de ce modèle qu'a dû utiliser le général de Gaulle. Ce micro est aujourd'hui dans les collections du musée de l'armée. Il s'agit en fait d'un dépôt de la BBC et symbolise cet appel du 18 juin qu'en réalité très peu de Français ont écouté. Mais c'est le premier de 67 discours que Charles de Gaulle prononcera durant toute la guerre, donc jusqu'en 1945. Et pour bien préciser, symboliser que Charles de Gaulle n'est pas connu par les Français, par le grand public français, nous avons mis cette photographie, ou plutôt cette ombre issue d'une photographie de Charles de Gaulle prise en 1940. Charles de Gaulle va très rapidement être surnommé le général micro. On sait qu'il est général, on entend sa voix à la radio, on ne sait pas encore à quoi il ressemble. Alors, des tracts avec sa photographie vont être parachutés en France, vont être largués en France, mais c'est surtout à la fin de la guerre, au moment de la libération en 1944, que le visage de Charles de Gaulle va vraiment être découvert par la majorité des Français. Pour le moment, c'est une ombre, c'est un inconnu. Et le discours que vous entendez là, ce n'est pas le discours du 18 juin, c'est le second discours que Charles de Gaulle a prononcé le 22 juin. Je vais mettre mon micro pour que vous puissiez l'entendre un peu. On reconnaît bien sa voix. C'est le discours que vous entendez dans tous les documentaires en fait, parce que c'est le premier discours de la BBC de Charles de Gaulle qui a été enregistré. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Alors le discours du 22 juin, ce n'est pas la redite de l'appel du 18 juin. L'appel du 18 juin s'adresse à des officiers, à des ingénieurs spécialisés. Le discours du 22 juin, lui, s'adresse vraiment à tous les Français qui voudraient rejoindre Charles de Gaulle à Londres. Il prononce ce discours le 22 juin et pas avant, parce que Churchill souhaite attendre les conditions de l'armistice. Un armistice va être signé, ça a été annoncé le 17, on ne sait pas encore ce qu'il y a dedans. Le 22, l'armistice est signé et vous avez ici cette section qui clôt cette première salle dédiée aux armistices. Je dis bien les armistices puisqu'il y a un armistice franco-allemand signé le 22 juin et un armistice franco-italien signé le 24 juin. Et les deux armistices entrent en vigueur à minuit après la signature de l'armistice franco-italien. Donc ici, vous voyez ces deux armistices. Alors l'un est fermé, les deux nous sont prêtés par le ministère des Affaires étrangères français. L'armistice franco-italien est présenté fermé à cause de la fermeture de l'exposition, donc c'est toujours pour des raisons de conservation. En revanche, pour l'armistice franco-allemand, il s'agissait d'un feuillet. Donc du coup, vous pouvez le voir, vous voyez la signature du général allemand Keitel et du général Hutzinger. Il s'agit de la 14e page et dernière page de l'armistice. Vous remarquez par ailleurs qu'il est écrit en allemand.
pour que l'humiliation soit la plus totale, alors vous savez qu'on a ressorti le wagon de rotonde de la signature de l'armistice franco-allemand de 1918, mais en plus, les Allemands ont décidé qu'il n'y aurait pas de traduction officielle française de cet armistice. Donc les Français ont signé un document en allemand et un document en italien. Les seules traductions qui existent sont des traductions de travail qui ont été réalisées a posteriori par les diplomates. Et ici, vous entendez un autre enregistrement, c'est l'enregistrement des négociations de l'armistice. Donc vous entendez Keitel et le général Keitel et le général Hutzinger, dont on a vu la signature sur le document. Et ces disques sont l'enregistrement de ces négociations. Il y a 2 lots de disques. Hitler a demandé à ce que 2 enregistrements soient faits, un qu'il conserverait et un qu'il donnerait au maréchal Pétain. Et ce lot de disques avait disparu et s'est retrouvé dans une vente aux enchères il y a quelques années. C'est un collectionneur particulier qui en a fait l'acquisition, qui a numérisé les contenus et nous a prêté exceptionnellement ce lot de disques. Donc l'armistice franco-allemand est signé le 22 juin. Et l'armistice franco-italien le 24. Les 2 armistices étant signés, de nouvelles règles vont s'appliquer en France. Et notamment, donc vous le voyez ici, la guerre entre l'Allemagne et la France est définitivement terminée. Ces 2 pays ne se considèrent plus comme ennemis. Il est interdit de circuler dans les rues de 22h du soir à 5h30 du matin. Les cafés resteront ouverts jusqu'à 22h pour les civils et 23h pour les militaires allemands. Il est recommandé de veiller au camouflage des lumières. Et nous avons une hausse des prix des denrées alimentaires. Donc la vie des Français va changer considérablement à partir de la signature de ces 2 armistices. Et se pose d'ailleurs la question, après cette signature, qu'est-ce qu'être français une fois que les armistices sont signés? En réalité, on va voir dans la 2e salle que ça n'est pas du tout la même chose en fonction de l'endroit où vous habitez. Donc, suivez-moi, nous allons dans la 2e salle. Alors au passage, vous pouvez voir ces photographies en accordéon qui sont visibles uniquement d'un côté. Quand vous sortez de la salle, vous voyez un visuel et quand vous entrez dans la salle, vous en voyez un autre.